Oui, bonjour, voilà, je m'appelle David Tidrick, je travaille donc au service SIPP actuellement. Donc je suis pompier depuis 2000. J'ai commencé comme pompier volontaire à Saint-Guilain. Ensuite, je suis passé professionnel sur le territoire de Binche et La Louvière. Et donc, je suis personne de confiance et je travaille au service API de Jurbise. Pourquoi est-ce que tu es devenu pompier? Alors, je pense que depuis que j'étais tout jeune, j'avais déjà cette empathie pour les gens. Donc, déjà avec l'école, donc je m'occupais énormément de tout ce qui était sport à l'école. J'avais déjà des petites fonctions comme ça et j'ai trouvé ça valorisant en tout cas. J'étais dans mon domaine, on va dire comme ça. Ensuite, j'ai travaillé donc en tant que pompier volontaire à Saint-Guilain. Je travaillais à l'Office national de l'emploi de La Louvière et j'étais déjà personne de confiance. Donc le directeur est venu me voir pour voir. On cherchait un homme. Il y avait déjà une dame comme personne de confiance et cherchait un homme. Ça tombait bien. Et puis on m'a demandé si je pouvais être aussi agent de sécurité au niveau incendie dans le bâtiment. Je dis ben oui, puisque je suis déjà pompier volontaire. Et on a fait le tour. Voilà, c'était vraiment, on va dire, je suis tombé vraiment dans le métier qu'il fallait. Voilà. Et donc, je pense que tu l'as dit, hein, tu étais d'abord volontaire et pendant combien de temps ça? J'étais volontaire pendant un peu plus de 10 ans. Ah oui. Ouais. Et pourquoi tu as passé le pas de devenir pro? J'arrivais pas à trouver ma place au niveau privé dans d'autres secteurs. Donc je suis normalement breveté ADEPS, donc j'ai travaillé à l'ADEPS pendant un bon bout de temps en tant que préparateur physique, etc. Mais au niveau des horaires, etc., j'arrivais pas à trouver ce qu'il fallait. Et puis je me dis, il faut que je me lance, c'est quand même quelque chose qui m'attire. Les pompiers, c'est très sportif, on demande beaucoup de compétences, c'est assez polyvalent, c'est un travail polyvalent, et j'aime beaucoup ça, quoi. Quelle a été ton expérience la plus marquante, positive? Positive. Alors, je ne vais pas mettre une intervention, je vais plutôt parler des formations. Les formations ont été vraiment intéressantes parce qu'il y avait parfois, voilà, j'avais tendance à faire le mauvais geste. Et le fait d'avoir eu des formations, que ce soit ambulancier ou même pompier, les positions, comment se mettre, etc. Moi, je pense que la formation, pour moi, a été vraiment une expérience très positive. C'est quelque chose qui est important pour toi aussi de pouvoir collaborer avec tout le monde. C'est ça. C'est vrai que c'est un domaine important de pouvoir partager avec les hommes une intervention, qu'elle se passe mal ou pas. C'est bien de débriefer. C'est bien d'avoir confiance aussi à son binôme. Et je pense que voilà, ce genre de connexion, c'est important. Le métier, en tout cas, le demande, c'est clair. En expérience marquante, mais du coup un peu plus négative, est-ce que tu as quelque chose à raconter? Oui, il y a quand même pas mal de choses négatives. Et là, je vais plutôt rentrer dans une intervention. Voilà, c'est quand il faut aller chercher certaines personnes, quand il faut ramener un corps ou quoi que ce soit, par exemple d'une citerne, une vieille dame qui est allée se noyer dans une citerne, elle avait fait une lettre, donc elle s'est suicidée. C'était pas évident pour moi de rentrer dans l'eau et d'aller la chercher. Tout simplement parce que souvent, nous les pompiers, on essaie de ne pas regarder vraiment de ne pas s'attarder sur les corps et de ne pas s'attarder sur les victimes. Donc là, je savais que j'allais être obligé de l'atteler pour pouvoir la remonter de la citerne. Et donc je savais que j'allais être confronté à son visage, à ses yeux, etc. C'est souvent des scènes plus marquantes. Contrairement à alors il y en a certains, ce sont les enfants. Là, pour moi, ça a été plus marquant parce que j'ai beaucoup traîné avec le corps. Je l'ai beaucoup manipulé, en fait. Ouais, c'était trop long que pour dissocier voilà, l'intervention de... Oui, pour moi, je pense que ça a été, en tout cas, une des interventions négatives, voilà, pour moi. Et ça a traîné forcément parce qu'après, étant donné que la police,
est arrivé, il a fallu aussi contrôler pour voir si c'était pas un meurtre. Donc forcément, le corps, tout a traîné en fait. Cette intervention-là a été marquante parce que ça a traîné, quoi. Ouais, ouais. Et ça, tu as pu en discuter après avec d'autres personnes? Oui, on a pu débriefer, mais ça a été très court. Donc à ce moment-là, c'est pas qu'on appelait tout de suite l'appui psychologique, donc l'appui de Jurbis, pour pouvoir débriefer, mais c'est vrai que automatiquement maintenant, ça doit se faire. Ouais. Ouais. Même toi, tu en ressens encore le besoin de parler à d'autres personnes parce que tu es du coup personne de confiance. Mais est-ce que tu as une personne de confiance pour toi parler? Alors oui, j'ai des recyclages quand même au niveau de personnes de confiance, mais je peux aller voir quand je veux, soit un psychologue de l'appui psychologique, ou soit carrément chez Cohesio, d'aller rencontrer une personne de chez Cohesio parce qu'on fait des débriefings comme ça entre nous. C'est déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait 2-3 fois pour certaines situations, oui. Je vois que tu as des tatouages. Est-ce que ces tatouages ont une signification par rapport à ton métier, un lien? Oui, les tatouages, en fait, c'est à chaque fois que j'ai quitté le territoire, donc que ce soit en France, en Thaïlande, les tatouages voilà, sont faits pour ça. À chaque fois que j'allais dans un pays, j'allais faire le tatouage, mais il y a des raisons bien particulières. Par exemple, le tatouage du poignet, c'est les 9 rois de Thaïlande. Alors pourquoi 9? Parce que c'est mon chiffre, c'est ma numérologie bouddhiste, par exemple. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que je suis bouddhiste. Donc je suis membre de l'Institut tibétain, ah oui. Et donc je suis des cours régulièrement avec soit Philippe Cornu, qui est émérite à l'UCL de Louvain, et où je fais des méditations, quoi, différentes méditations, des retraites que propose l'Institut tibétain pendant 3-4 jours. Est-ce que tu as d'autres marques, brûlures, cicatrices qui sont visibles? Alors oui, j'ai eu un grave accident le 12 juin 2017. Je sortais de la caserne, j'ai été renversé, j'étais en moto et j'ai été accroché par une dame qui ne m'avait pas vu, elle était en voiture. Et donc j'ai eu la jambe à moitié arrachée, donc j'ai eu 4 fractures ouvertes, donc pilion tibial, genou. Et donc j'ai dû rester en chaise roulante pendant 1 an à peu près. Donc, puis voilà, j'ai dû travailler sur la résilience et essayer de me remettre sur pied pour pouvoir revenir chez les pompiers, quoi. Même si je n'ai plus la même fonction en tant qu'opérationnel dans les camions, je suis quand même relativement opérationnel pour mes collègues. Et voilà, chaque fois qu'il y a besoin d'aide ou au niveau de l'appui psychologique, je suis présent. Et du coup, comme tu dis, tu as été en chaise roulante pendant au moins 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? T'as eu une volonté de vouloir remarcher? Comment ça s'est passé? Alors oui, c'était difficile parce que quand on est comme ça, très faible, on écoute beaucoup les médecins et les chirurgiens. Et souvent, ils sont fort pessimistes, hein, et ils me disaient que j'allais rester en chaise roulante toute ma vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'y croyais pas. Je me dis, mais ils blaguent, c'est pas possible. Et parce qu'ils m'ont dit que j'avais vraiment un cas assez particulier. Tout était assez éclaté dans ma jambe. Et donc, c'était difficile pour moi de me remettre debout. Et donc, en rentrant chez moi, je me suis posé des questions. J'ai regardé un petit peu sur Internet comment, voilà, est-ce que c'est si grave que ça, mon accident? En fait, je n'avais pas mesuré la gravité. Et c'est vrai que c'était grave, mais je n'avais pas mesuré la gravité, mais je n'avais pas mesuré non plus mon taux de résilience. Je ne savais pas que je pouvais m'adapter facilement comme ça, à me remettre debout comme ça. Ouais. J'ai fait en sorte de remonter un petit peu la pente. Oui, il faut avoir quand même la volonté pour oui, voilà, passer d'un extrême où on te dit non, c'est plus possible, et enfin pas du jour au lendemain, mais presque. Tout à fait. Faut marcher, quoi. Et bon, c'est normal, on écoute les médecins, on écoute les chirurgiens. Quand ils me disent, écoutez, c'est pas possible, forcément, quand ils m'ont vu debout avec mes 2 béquilles, que j'étais plus en chaise roulante, je suis passé devant 3-4 médecins et une chef au niveau kiné. Et
ils ont demandé ce que j'avais fait chez moi pour pouvoir me remettre debout comme ça. Et je leur ai expliqué, j'ai travaillé avec le bol tibétain, j'ai fait beaucoup de méditation. J'ai suivi ma kiné, donc c'était une kiné assez particulière puisque je pouvais à peine me mettre debout. Et donc, voilà, je leur ai expliqué ce que j'avais fait. J'ai pris aucun médicament. Donc, j'avais une liste de médicaments, Tradonal, Contramal, etc. Et même des Xanax, mais je n'ai pris aucun médicament. J'ai tout fait ça par moi-même. Et tes voyages t'ont aidé Alors oui, au niveau des voyages, c'est clair que la Thaïlande m'a fait beaucoup de bien. Les États-Unis aussi, hein, j'étais en territoire Navarro. L'accident était avant ou après tes Non, voyages? alors je suis parti aux États-Unis avant l'accident, mais j'étais aux États-Unis après aussi. Et la Thaïlande, c'était après l'accident aussi. J'ai pu rencontrer des gens qui m'ont bien guidé. Et voilà, ils ont vu certaines choses en moi faciles à faire, cette résilience de croissance, comme ils appellent ça. Je suis tombé sur une personne qui m'a parlé de cette résilience de croissance en me disant je serai plus fort qu'avant. Donc c'est marrant parce que mon handicap est toujours là, mais voilà, c'est ce que j'ai eu comme écho en tout cas. Oui, tu as réussi à passer au-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre tatouage ou quoi que tu as envie de parler? Oui, peut-être le tatouage de la roue de médecine amérindienne. Donc j'ai été formé dans le sud de la France par une chamane qui a suivi les cours chez les Navarros aux États-Unis sur la roue de médecine. C'est très particulier cette roue de médecine. Je veux dire, on se base énormément sur les points cardinaux, sur l'ancrage, etc. Et je trouve ça super bien avec les saisons, etc. J'ai trouvé cette formation super intéressante. Le fait d'être formé à ça, mon attitude se rapproche très fort de cette roue de médecine. Et je l'utilise souvent, quoi, dans la vie de tous les jours. Oui, j'imagine que les saisons, le temps influencent tout ça aussi. Exactement. Il y a par exemple, il y a des personnes, je vais prendre mon exemple, tout ce qui a rapport dans la vie au niveau financier, c'est pas la peine de le faire pendant l'été. Chez moi, ça marche pas. L'automne est plus propice à ce genre de choses. Donc, il y a des domaines de vie où on ne sait pas, où la saison est plus propice pour pouvoir le travailler, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que parce que tu as déjà beaucoup travaillé par rapport au peer support, par rapport à ce développement dans les casernes et tout ça, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient être améliorées ou être faites en plus? Oui, au niveau des peer supports, je pense que systématiquement dans certaines interventions, on ne nous appelle pas tout de suite. Parfois ça tarde à nous appeler par exemple, ou parfois on oublie d'appeler, on dit bon, de toute façon ben voilà, c'est un grave accident, c'est très grave, mais je pense qu'on n'a pas besoin des peer supports, mais parfois c'est utile, vaut mieux nous appeler pour rien qu'après nous appeler beaucoup plus tard, parce que des fois c'est même des fois trop tard pour pouvoir faire un débriefing. Donc c'est juste ça qu'il faut améliorer. Je pense que ça c'est avec le dispatch. Automatiquement, je pense que maintenant qu'il y a des officiers au dispatching innocent, je pense que tout doucement cet engouement va changer au niveau des peer supports. On ne va pas hésiter de nous appeler. Donc nous sommes 7 actuellement, je veux dire, les 7 plus anciens, et 3 autres personnes sont venues greffer le service, quoi. Donc on va passer à 10 dans très peu de temps. Il y a du coup, les nouvelles personnes, il y a pas mal de demandes pour devenir peer support? Alors non, je suis étonné, il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est un travail supplémentaire de son travail, hein, donc c'est pas évident non plus. Donc parfois on peut être appelé en pleine nuit sur site parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, ou bien en caserne pour pouvoir débriefer. Donc non, il n'y a pas trop de demandes, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà sans le savoir. Ils sont déjà peer support ou sentinelles, je vais parler plutôt comme ça. Ce sont déjà des sentinelles en caserne, sans le savoir, ils le font déjà bien. Oui, de même, de leur nature, on va dire. Tout à fait. Ils aident les autres. Oui, oui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui vont commencer, ou à tes collègues en particulier? Oui, aux jeunes, c'est clair que je me suis occupé beaucoup des cadets, hein, et il y a eu lors d'un cours de bien-être avec les cadets, j'ai eu l'occasion de poser cette question: pourquoi voulez-vous devenir pompier? Alors il faut savoir que dans la majorité, ils m'ont dit moi c'est parce que le papa ou le cousin ou le frère était pompier.
Donc très bien, donc ça reste dans la famille. Donc je veux dire, quelque part, le jeune homme est au courant du travail de pompier. Il y a une personne qui m'avait dit, sur les 26 qu'il y avait là, c'était pour aider la population. Lui, personne de la famille était pompier, il voulait juste aider la population, il voulait être présent, il avait beaucoup d'empathie. Et une partie a expliqué que j'ai vu la série à la TV, 911 ou bien Chicago Fire. Là, ça pose problème. Je pense qu'au niveau des jeunes, ne pas regarder trop ce qui se passe dans les séries, parce que ce n'est pas du tout le vrai visage du boulot. J'aime pas casser le mythe, mais je suis obligé le mythe que l'on voit dans les séries, le mythe de pompier, c'est pas ça. Vous êtes parfois confronté à un miroir de vous-même lors d'une intervention. Et ça, faut jamais oublier. C'est une super profession. C'est vraiment un job extraordinaire à faire. Et tant qu'on a des personnes bienveillantes autour de soi, il ne faut pas hésiter de les appeler. Un pompier va toujours se retourner vers le visage d'une personne qu'il connaît. Donc là, on ne parle pas de psychologue, on parle d'un collègue qui va pouvoir venir et vous aider et vous aiguiller. Voilà. C'est ça le plus important.